Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat qui est présenté par Milky & Co. Milky & Co, c'est quoi? C'est mon entreprise de produits pour le corps, c'est naturel, fait à la main, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour ta peau, tout ce qui est bon. Fait que tu peux utiliser le code podcast pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Et cette semaine, sur le podcast, on a Marie-Hélène qui est la fondatrice de Mini. Fait que Mini, ça a commencé avec des produits ménagers, c'est des produits qui sont bons pour l'environnement. Dans le fond, le concept, c'est que c'est une pastille que tu vas mettre dans ta bouteille avec de l'eau, ça va te faire ton produit ménager. Fait que ça fait moins de déchets, c'est bon pour l'environnement et c'est beaucoup moins toxique que les produits qu'on est habitué d'avoir. Puis maintenant, ils font plus des produits pour le corps, fait que des shampoings, des conditionneurs. C'est vraiment intéressant, puis elle nous parle d'un de ses plus gros fails au début, qu'elle avait mal enregistré son nom, fait qu'elle a dû changer de nom après avoir passé au Dragon. Elle a aussi passé au Dragon Den, fait que c'est vraiment super intéressant. J'ai appris plein de choses honnêtement. Puis elle vous offre le code podcast15 pour avoir 15% off sur son site web. Fait que c'est ça, bonne écoute! Bonjour! Allô! Bienvenue au podcast, merci d'être venue. Hey, ça fait plaisir. Fait qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est qui Marie-Hélène et c'est quoi Mini Cleaning? Oui, ben en fait, moi-même, je suis maman de 2 enfants. Je suis comptable de profession. Donc, en 2020, pendant la COVID, j'ai lancé une compagnie qui s'appelle Mini. Et en fait, on fait des produits nettoyants et corporels. Fait que c'est des petites pastilles ou des poudres concentrées. Puis quand on les mélange dans l'eau, ben ça se transforme en produits conventionnels. Fait qu'en fait, juste de concentrer le produit, ça permet de réduire les émissions CO2, éliminer le plastique. Puis tous nos produits, en fait, sont non toxiques, autant pour la planète que pour l'humain. Okay. Donc, voilà. Puis est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comme ton parcours, comment tu as eu l'idée de faire ce produit-là, comment ça s'est vraiment concrétisé? Oui, moi, c'est vraiment fou. Je venais d'avoir un bébé, tu sais, puis là, j'étais à la maison avec mon bébé. Et on habitait dans un condo neuf. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on était là. Puis à un moment donné, j'ai un tuyau d'évier qui a complètement percé, tu sais, un tuyau en métal. Là, il était tout défait. Fait que là, moi, je rappelle mon plombier, puis je suis là, il vient remplacer ça, tu sais, tu m'as posé un citron, puis tout ça. Fait que là, il vient, puis il dit, hey, ça, là, c'est ton lit-sol qui est en dessous de ton lavabo. Fait que là, je suis là, ben voyons, tu sais, une niaise, là, des fois, c'est comme au garage un peu, là. Fait que, ben non, finalement, je check sur Internet, puis là, je vois qu'il y a plein de monde dans cette situation-là, puis dans le fond, certains produits nettoyants sont tellement corrosifs que ben ça peut percer le métal à long terme. Puis nos maisons sont de plus en plus étanches. Moi, c'est un condo neuf, fait que c'est méga étanche. Fait que tu sais, veux pas, il y a plein de toxicités qui proviennent de nos produits. Puis là, je me suis dit, hey, mais mon Dieu, tu sais, si ça fait ça un tuyau, qu'est-ce que ça va faire à notre santé, tu sais? Fait que là, j'ai commencé à faire mes produits à la maison avec du vinaigre, du bicarbonate de soude. Puis là, amener mon chum, il dit là, tu sais, ton vinaigre, c'est pas ce qui sent le meilleur, hein? Fait que trouve une autre solution. Fait que là, je cherchais sur Internet, puis tout ça. Puis à travers ça, j'ai surtout réalisé que les produits nettoyants, c'était vraiment beaucoup d'eau. Tu sais, un Windex, c'est genre 95% d'eau. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi on ne le met pas sous forme de concentré? Et là, l'histoire a commencé comme ça. Et puis là, c'est ça. J'ai embauché un chimiste à l'externe pour m'aider dans mes premières formulations. OK, dès le début, tu avais déjà un chimiste. Oui, ça a été quelques semaines. Mais c'est ça, le temps de trouver quelqu'un, puis tout ça. Puis c'est ça. Puis dans le fond, la COVID est arrivée le 15 mars, à peu près. Là, je pense que c'est là que tout a shut down. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, là, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Je le lance-tu, je le lance pas? J'étais prévue de lancer le 1er avril. Puis en plus, au départ, mon modèle d'affaires, c'était de vendre en magasin. Tu sais, je m'étais dit, les gens, ils n'achètent pas des produits nettoyants sur Internet, là, tu sais, c'est pas dans l'habitude des gens. Fait que je m'étais dit, non, moi, je vais vendre là, dans tous les Jean Coutu, tous les Brunet du monde, puis ça va être ça, tu sais. Puis là, finalement, 1er avril, qu'est-ce qui est arrivé? Je pouvais pas contacter personne. Puis, fait que là, je me suis dit, bon, je vais le mettre en ligne, on va mettre un peu d'argent sur les réseaux sociaux, puis on verra comment ça va aller. Puis, naturellement, mes ventes ont comme juste explosé. Le timing était full bon, tu sais. Tout le monde magasinait. Tout le monde cherchait à comme nettoyer leur maison aussi, là. C'est arrivé comme ça. Puis, en plus, tu sais, il y a comme eu une fenêtre, là, pour Facebook. Tu sais, les ads étaient vraiment pas chers. Donc, moi, j'ai vraiment profité de ça. Fait que j'étais allée beaucoup en acquisition à ce moment-là. Je mettais 5 $. Là, après ça, il m'en revenait 20. Là, je remettais 20. Là, il m'en revenait 100. Fait que, tu sais, ça a été comme ça. Fait que j'ai pu faire beaucoup d'acquisitions clients. Puis nous, en plus, on a, un peu comme toi, dans le fond, tu sais, on a du recurring. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai scalé ça. Puis dans le fond, après ça, là, les détaillants ont commencé à embarquer quand ils ont vu, tu sais, ça marche. Fait que là, ils ont commencé à m'appeler. Fait que j'ai même pas eu besoin de les appeler, finalement. Juste le fait de commencer en ligne, ça a été
ça a été winner pour moi, tu sais. Cool. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire, tu as investi combien au début pour commencer Mini? Ouais, c'est vraiment gênant parce que c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Des fois, les gens sont là, mais voyons, je vais le faire, tu sais. Honnêtement, total, là, peut-être un 2000 $, tu sais. Même pour comme développer le produit? Oui, mais en fait, moi, j'étais peut-être un peu cheap, je sais pas, mais j'ai embauché un chimiste sur, je sais pas si tu connais Upwork. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire sur la plateforme, fait qu'il m'a aidé pour les premières formulations. J'ai commencé à travailler avec un laboratoire externe plus pour la production. C'était du monde que je connaissais, fait que c'était vraiment facile. Puis à un moment donné, après 8 mois, ben là, j'avais pas le choix. Il fallait vraiment que je produise plus par moi-même parce qu'il y avait certains enjeux au niveau de la production, au niveau de l'équipement, au niveau, juste, on n'était plus capable de scaler de même. Fait que là, on a déménagé, puis on est devenu manufacturier. Okay. Mais c'était pas ça au départ, tu sais, ouais. Puis est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça fonctionne être manufacturier? J'imagine que c'est quand même beaucoup de gestion et... Tellement, là. Ouais. Honnêtement, j'apprends encore, tu sais. Moi, en tout cas, j'avais jamais vraiment fait ça, là. Fait que, puis c'est surtout dans un domaine chimique. On se rappelle, moi, je suis comptable. Fait que, tu sais, je peux compter les marges, mais ça s'arrête là, mettons, là, tu sais. Fait que, comment ça marche? Écoute, c'est sûr, je travaille vraiment avec une bonne équipe, là, mais, tu sais, à la base, il me fallait quelqu'un qui comprend la chimie. Fait que, tu sais, j'ai une équipe. Nous aussi, on fait toute notre R&D maintenant à l'interne. Donc, en fait, moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que, tu sais, nous, on travaille avec des fines poudres. Fait que ça prend des installations qui sont hyper aérées. Ça coûte hyper cher si je veux m'installer ça, exemple, demain. Mais quand j'ai magasiné les locaux, je suis tombée sur une ancienne shop de peinture, puis il y avait toutes les aérations possibles. Fait que c'était parfait pour nous. Fait que j'ai été vraiment chanceuse. Fait que je suis tombée là-dessus, on a installé les machines. Tu sais, j'avais une équipe déjà à ce moment-là qui, tu sais, plus scientifique, qui m'a aidée à installer tout ça. Puis, tu sais, au quotidien, on travaille avec plein de partenaires externes parce que, tu sais, il y a tellement d'apprentissage dans ce qu'on fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent le faire. Fait que souvent, il faut aller chercher des expertises vraiment pointues. Fait que souvent, on va plutôt, avant d'embaucher, on va aller chercher de l'aide à l'externe. Parce que des fois, c'est pointu, mais pendant un mois, puis après ça, le problème est réglé. Fait qu'on passe à autre chose. Donc, c'est ça. Fait qu'on contrôle tout du début à la fin. Il faut s'approvisionner. C'est toujours un enjeu aussi là, avec ce qui se passe dans le marché, tout ça. Il faut gérer le staff aussi, tu sais, tous les problèmes, des fois des accidents de travail. Fait qu'on fait avec. Puis, tu sais, il faut répéter les règles de sécurité. Fait que c'est quelque chose. Mais maintenant, j'ai vraiment quelqu'un qui gère toute cette partie-là là, dans mon équipe. Là. Cool. Puis est-ce que vous faites seulement vos produits ou vous offrez aussi un service que vous faites des développements de produits pour les autres? Comment ça fonctionne? Bien, au départ, on faisait juste nos produits parce qu'on n'avait pas assez de capacité de production. Okay. Là, on commence à avoir de la capacité pour d'autres. Fait qu'on a commencé à faire des produits pour d'autres. Fait qu'on a fait, ça va être lancé en 2023, mais on a fait une collabo avec une grande marque. Mais là, on co-brand, en fait, là, parce qu'eux voulaient mettre leur stamp sur un projet écologique. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on développe actuellement des produits pour les autos. Mais, tu sais, nous, c'est vraiment pas dans notre créneau. Là. Nous, c'est plus, tu sais, les jeunes femmes qui achètent nos produits. Là. Fait que, clairement, le domaine automobile, on veut pas y aller, mais on a la capacité pour le faire. Donc, on le fait. Fait que, puis là, actuellement, on est en train de rajouter des lignes de production pour continuer à grandir, pour être capable d'offrir plus de produits aussi. Fait que là, à ce moment-là, on va être capable de produire vraiment pour d'autres, là, entre autres, des produits, tu sais, des pastilles de la vaisselle. Là, ça se produit super bien, puis tout le monde en a besoin, tu sais. Fait que, ouais. Puis côté plus juridique, tu sais, quand tu développes les produits, est-ce qu'il y a comme des règles qu'il faut que tu suives? C'est quoi la réglementation à suivre? Je suis vraiment pas la meilleure personne pour te répondre. Fait que je suis vraiment allée chercher plein d'aides. Mais tu sais, c'est sûr, après, ça dépend. Tu sais, au niveau des produits nettoyants, nous, ça a été bien qu'on commence avec les produits nettoyants parce qu'il y a moins de réglementation. Fait que, tu sais, oui, il faut respecter tout ce qui est étiquetage et tout ça, surtout qu'on vend en magasin. C'est un petit peu moins stressant quand on va en ligne, là, mettons. Mais tu sais, niveau cosmétique, tu le sais, il faut, tu sais, toutes les homologations à Santé Canada. Nous, il y a quand même 10 % de nos ventes qui viennent des États-Unis. Fait que dès qu'on traverse aussi la frontière, il faut s'assurer qu'on est aux normes. Fait que ça a été tout un enjeu. Là. Nous, des fois, on a eu des palettes qui ont été coincées aux douanes pendant des semaines, tu sais. Fait qu'on l'a appris à la dure. Mais écoute, après ça, on règle le problème puis on passe à autre chose. Mais c'est ça, il faut s'assurer justement de la salubrité de nos produits, que les challenge tests sont rencontrés, qu'il n'y a pas de prolifération de bactéries, des trucs comme ça. Là, fait que ça, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Puis ça, ça part de la façon que nous, on produit, puis nos processus de fabrication. T'sais.
Puis moi, comment j'ai connu votre entreprise, ça avait écouté justement Les Dragons. Puis j'avais vu au début d'avoir un autre nom. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi le nom a changé, comment ça a fonctionné? Ah mon Dieu. Ça, écoute, erreur de débutant, là. Faut vraiment que tout le monde prenne des notes, là. Dans le fond, écoute, c'est une drôle d'histoire, c'est que on a, tu sais, c'est son talon dragon, tout ça. Puis le nom, tu sais, c'est long, les trademarks, surtout depuis quelques années. Ça peut prendre, tu sais, 3-4 ans, des fois, avant qu'on ait un retour positif du bureau des trademarks. Le nom, il avait été enregistré, on avait fait les recherches, tout ça. Puis quand je suis venue pour enregistrer aux États-Unis, j'appelle mon avocate, qui était comme une nouvelle avocate. Puis là, je dis, bon, on est prêt pour les États-Unis. Fait que là, elle dit, ouais, mais là, au Canada, tu vas avoir un problème. Tu as quelqu'un qui a enregistré peut-être une semaine avant toi, puis il y a un nom similaire à toi dans une catégorie. Tu sais, puis tout le monde est dans la plus grosse catégorie au niveau du trademark. Fait que c'est vraiment difficile. Fait qu'il a fallu qu'on change de nom. Puis on l'a fait vraiment vite parce que, dans le fond, nous, on rentrait en bannière. Donc là, ça commençait à être, on rentrait dans Jean Coutu, Brunet. Fait que notre lancement a été retardé finalement, mais ça devenait vraiment urgent qu'on le change. Puis moi, je voulais pas prendre le risque qu'on lance un produit en bannière puis qu'on aille à reprendre le stock quelques semaines plus tard. Fait qu'on a décidé de changer de nom. Fait que tout refaire, les packaging et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que ça s'appelait Philo avant. Puis, tu sais, c'est dur parce que toute l'équipe était super attachée au nom, là. Fait que même encore là, des fois, je dis Philo, là, tu sais. Bon. Mais c'est ça, tu sais, on est passé à autre chose. Puis, on en a profité pour aussi refaire du ménage dans nos produits, dans la façon qu'ils étaient faits. On a changé nos bouteilles. Avant, c'était en verre. Maintenant, on a opté pour la paille de blé parce qu'au niveau e-com, c'était tellement plus intelligent d'y aller vers un bioplastique. Ça casse pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est un mal pour un bien, mettons. Puis est-ce que ça vous a affecté quand même beaucoup négativement ou... Ça a été dur sur notre TSO, vraiment. Ouais. Tu sais, on est encore là-dedans, là, tu sais, d'être capable de récupérer tout, là. Fait que, ouais, ça a été vraiment... Honnêtement, ça a été dur, puis ça a coûté cher aussi, là. Tu sais, rebrander, on parle de... Tu sais, nous, ça nous a coûté peut-être 350 000 de stock, là. Fait que d'une shot, là. Fait que ça a été vraiment cher. Mais, donc, oui, ça nous a affecté vraiment négativement. Donc, à refaire, je le referais clairement pas, mais tu sais, j'avais pas le choix, là. Ouais. Puis comment tu as choisi le nouveau nom? Écoute, ça a été vraiment compliqué parce que là, encore là, il fallait s'assurer. Puis là, on a été vraiment vigilants au niveau des recherches qu'on faisait sur le nom. Nous, on est reparti de la base de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis on fait des petits produits qui ont des grands pouvoirs nettoyants et tout. Donc, on est vraiment parti de là. Puis, on a tout sorti là, ce qui était relatif à ce qui était petit et tout ça. Donc, à un moment donné, c'est tombé sur Mini. Puis là, l'enjeu, c'est que Mini, écrit M-I-N-I, c'était pas possible. Donc, on a fait la petite variation avec le Y, ce qui donne comme un petit sourire au logo. Là. Fait que voilà. Ouais. Cool. Puis, mais là, j'ai vu que vous avez fait l'œil du dragon, mais vous avez fait aussi Dragon Den, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne à ces émissions-là? Qu'est-ce que ça rapporte? Oui. Écoute, moi, je le recommande vraiment à tous mes amis entrepreneurs. Là. C'est le marketing le moins cher que tu peux faire dans tout le monde. Là. Dans l'œil du dragon, c'est vraiment fort. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ça. Dans les deux cas, c'est à peu près 1 million de personnes qui écoutent ça. Si je ne me trompe pas, c'est quand même pas mal. Mais au Québec, le monde écoute vraiment en même temps, le même soir, on dirait. Le boom est instantané. Là. Tu commences, on te voit la face à la télé, puis quelques secondes après, tu commences les ventes commencent à rentrer. T'sais. Fait que moi, dans l'œil du dragon, ça a été mon meilleur mois. Puis après ça, Dragon's Den, on parle de peut-être 25 % de ce que dans l'œil du dragon est. OK. Fait que c'est j'aurais vraiment... pensé le contraire. Non, c'est ça. Tu sais, moi aussi, mais je le savais parce que, je connaissais d'autres entreprises qui étaient allées. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment moins fort parce qu'on dirait que dans le reste du Canada, les gens l'écoutent, en rediffusion. Puis j'ai l'impression actuellement, nos ventes sont plus fortes dans le reste du Canada qu'au Québec. Okay. Fait que j'ai l'impression quand même que les gens l'écoutent comme... Ils continuent à l'écouter en rediffusion. Ils vont l'écouter dans le temps des fêtes, mais ils ont tellement de contenu canadien, les Canadiens. Ouais, j'avoue. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, au niveau des deals, tout le monde me demande tout le temps, puis les deals, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, tu sais, moi, j'avais eu un deal dans le Dragon avec Isabelle Chevalier. Ouais. Puis finalement, tu sais, on était en discussion, puis j'ai eu une offre plus intéressante de d'autres partenaires. Fait que, tu sais, j'ai décidé de me retirer, en fait, du deal, ce qui a été une chose extraordinaire pour moi.
Mais c'est ça, tu sais, les valorisations sont vraiment petites dans l'œil du dragon. Puis, tu sais, quand tu arrives à Dragon's Den, c'est un peu meilleur, mais, tu sais, au niveau valorisation, mais c'est pas encore, tu sais, c'est pas des bonnes valos, comme on verrait, mettons, avec des vrais fonds d'investissement. Mais, c'est ça, l'expérience reste vraiment cool. Tu sais, à Dragon's Den, on a une offre de Manji, de Michel, puis de Guzzo. Fait qu'on est allé avec les 2 filles, puis ça a été vraiment super. Tu sais, après ça, on leur a reparlé. Mais moi, je n'étais pas rendue là. Tu sais, j'étais comme en 2 rondes à ce moment-là. Dans le fond, on est allé en février 2022, c'est ça. Puis, je te demande ton approbation. 2022. Et, tu sais, on leur a reparlé dans le courant de l'été. Puis, tu sais, moi, j'avais une ronde prévue plus début 2023, fait que c'était pas le bon timing. Mais je leur ai parlé, ils m'ont donné full le conseil. Fait que ça vaut de l'or, là, vraiment, là. Puis là, je sais que vous êtes un e-commerce, mais aussi des points de vente. Comment ça fonctionne? C'est combien de pourcentage sur le site, combien de pourcentage en points de vente? Oui, c'est pas mal 50-50, je te dirais. Ce qui est vraiment super pour nous. Fait que nous, c'est 450 points de vente à travers le Canada, les États-Unis. Puis là, c'est ça, là, on est en train de rentrer à peu près 1000 points de vente là, pour février-mars. Fait que ça va faire un gros boom. Fait que je présume que nos ventes en ligne vont prendre un petit peu moins de place à ce moment-là. Mais notre objectif, c'est vraiment d'escaler ensemble. Puis, tu sais, notre objectif aussi est vraiment basé sur le e-com. C'est vraiment là qu'on fait beaucoup de ads et tout ça. C'est comme ça qu'on va chercher l'acquisition. Puis, tu sais, des fois, on va aller chercher un nouveau client. Il va finalement acheter dans un point de vente. Nous, on est vraiment contents dans ce temps-là. Mais des fois, il va acheter sur notre site. Puis, quand il achète sur notre site, nous, on est contents parce que, tu sais, on a plus de marge. Puis, on est capable de parler plus à notre client aussi, d'avoir plus de feedback. Fait que c'est comme ça qu'on le partage pas mal. Puis, souvent, on donne pas le même genre de produit en magasin versus en ligne, pour garder une genre de, c'est une exclusivité à nos points de vente. Mais c'est ça, c'est une réflexion quand même qu'on a là actuellement, comment qu'on fait pour bien orienter nos canaux de vente, entre les détaillants puis le e-com. Puis c'était quoi le premier point de vente que vous êtes rentré? Je m'en souviens. Mais c'est toujours eux qui t'ont rejoint ou c'est vous qui les a rejoints? Oui, les premiers, je pense qu'il y en a quelques-uns. Tu sais, j'en ai peut-être onboardé 10, mettons, au départ, là, par moi-même. Là. Et je m'en rappelle vraiment pas. Non. Non. Mais tu sais, c'était tous des points de vente vrac, des petits, pas des petits, là, tu sais, c'est quand même des bons points de vente, mais c'était tous des magasins plus... vrac, fait que c'était comme le premier segment qu'on visait, là où les gens vont remplir leurs bouteilles, c'était plus naturel. Puis surtout avec la COVID qui est arrivée, on avait un produit que les gens pouvaient prendre, il n'y avait pas besoin d'amener un pot, il n'y a pas de contamination, c'était super facile. Fait que c'est ça. Mais je ne pourrais pas te dire, il faudrait que j'aille voir. Bonne question. C'est quoi votre clientèle cible? Oui, en fait, au départ, on vendait des produits nettoyants. Fait qu'on s'entend que, pour être 100% honnête, c'est pas une crowd entre 20 et 30 ans, généralement. Bien que tout le monde est propre dans cet âge-là, mais on visait vraiment plus la jeune mère. Puis surtout que moi, c'était beaucoup plus mon persona, mettons. Là, je me reconnaissais plus là-dedans. Là, maintenant, on vient de lancer shampoing, jet douche, toute la gamme corporelle, un peu sur le même principe. Puis là, on réalise que notre clientèle est vraiment plus jeune que ce qu'on avait. Fait qu'on a un nouveau persona là, qui est vraiment plus... le jeune entre 20... Le petit jeune, entre 20 et 30 ans et plus engagé écologiquement et tout ça. Fait que c'est vraiment... Moi, j'adore ça. Là. C'est vraiment une belle clientèle. Puis ils ont plein d'idées, puis ils nous partagent tout ça. Fait que ça, on adore ça. Là, ouais. Puis pourquoi vous avez décidé de faire des produits plus corporels? Oui, mais en fait, tu as 2 stratégies dans la vie. Là. Soit que tu te dis, OK, je vais aller à l'international, je vais étendre mon marché ou je vais étendre ma gamme de produits. Puis dans notre contexte à nous, puis probablement dans le tien aussi, c'est que, le client, il coûte cher à aller chercher. Puis quand tu l'as, tu veux qu'il rachète. Puis logiquement, tu veux qu'il rachète plus aussi. Fait que nous, on s'est dit, hey, c'est beaucoup plus facile de venir étaler notre gamme de produits, puis que le client rachète juste plus. Naturellement, juste en faisant ça, on va être capable d'augmenter nos ventes. Fait que ça a été notre stratégie. Puis ça s'inscrivait trop bien aussi dans ce qu'on faisait déjà. Puis l'enjeu qu'on avait au niveau des nettoyants, c'est que nos pastilles, nous, ça se vend 2,99 $. C'est vraiment pas cher. Ouais. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que au début, on disait, c'est en bas de 30 $, il faut que tu payes ton shipping. Fait que là, les gens, ils faisaient des boîtes, là, des nettoyants pour 1 an, 2 ans quasiment. Fait que là, après, on les revoyait pas. Fait que là, on était rendus, nos clients, ils rachètent plus. Mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils avaient tellement acheté la première fois.
Fait que là, on a rajouté lessive, la vaisselle dans le courant de l'année. Puis le but, c'était de réduire notre cycle d'achat. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Fait que là, on s'est dit, hey, ben avec du shampoing, probablement qu'on va avoir ça va être le même principe. Les gens vont racheter plus souvent. Ça faisait quand même longtemps qu'on le travaillait, le shampoing, là. Mais c'était dans cette perspective-là. Fait que c'est bref, ça a été quand même gagnant parce que là, on voit que les gens, ils rachètent plus puis ils rachètent des plus gros paniers, tu sais. Oui, c'est quoi votre panier moyen? Oui. Avant, nous, on a une grosse différence entre la première commande et la deuxième commande parce que, tu sais, la première commande, les gens vont acheter des bouteilles plus les nettoyants. Oui. Puis là, ça, on est autour, mettons, de 70 $. Puis quand ils rachètent... Oui, quand même, parce que... parce qu'un kit de départ, c'est quand même assez cher. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde qui achète 200 $ de produits nettoyants. Là. Moi, ça me fait capoter. Ouais. Je trouve ça vraiment hot. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, les commandes subséquentes, on est plus autour de 30... Tu sais, des fois 20, fait que ça dépend des mois, là. Donc, ce qui n'est pas énorme, tu sais, quand on sait que le shipping, c'est tellement cher. Fait que là, on vient d'embarquer les soins corporels, fait que je ne saurais pas l'impact, mais on présume qu'on va être autour de 100 pour une première commande, puis peut-être plus un 40 $ là, au niveau du rachat. Là. Ouais. Puis moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est que tu as quand même un produit qui est quand même difficile que les gens s'attachent, je trouve, comme en ligne, le marketing. Comment tu fais pour vraiment... C'est quoi ta stratégie marketing? Comme, est-ce que c'est plus Instagram, Facebook, des ads? Est-ce que c'est plus genre du storytelling? Comment ça fonctionne? Oui, mais honnêtement, au début, j'ai lancé ça un peu naïvement, sans stratégie, là, vraiment, là, un peu, let's go, il va. Puis là, on est en train de raffiner ça, effectivement, plus au niveau du storytelling. Puis surtout au niveau de l'impact, tu sais, les gens sont fiers d'utiliser les produits parce qu'ils sentent qu'ils ont vraiment un impact sur l'environnement. Tu sais, nous, je veux dire, tu sauves 90 % d'émissions CO2 puis tout ça. Fait que c'est super important, ça, d'en parler. Puis souvent, mais tu sais, au début, on se disait, mais ça a été dit, là, c'est clair. Mais finalement, c'est pas si clair que ça pour le client. Tu sais, il faut vraiment le répéter. Fait que là, j'ai une nouvelle équipe marketing depuis peu. Tu sais, des nouveaux membres dans mon équipe marketing. Fait que là, on est en train de repeaufiner ça. Fait que, tu sais, nous, notre stratégie... Au début, on était partout au Canada, on faisait de la pub partout, puis, tu sais, sans limite. Là, maintenant, on s'est dit, non, on va être vraiment plus intelligent dans notre dépense marketing. Et là, on a dit, bon, où est-ce qu'on est déjà très fort, puis où est-ce que ça coûterait pas cher pour aller chercher les parts de marché qu'on souhaite. Donc, on a ciblé des pôles à travers le Canada, tu sais, des villes là, en particulier. Puis même des fois, tu sais, Toronto, c'est très grand. On a ciblé des zones en particulier dans Toronto. Puis on s'est dit, on va aller faire du 360. Fait que, tu sais, on fait du marketing web, on fait des événements, on fait des relations de presse, là, tu sais. Fait que c'est vraiment toujours basé autour du même principe, là. Cool. Est-ce que tu voudrais plus nous expliquer la stratégie comme par réseaux différents comme Instagram? Après, est-ce que vous avez une newsletter? C'est comme plus en détail. Oui, nous, notre newsletter, c'est vraiment là où on convertit le mieux. Là, ouais. Puis au départ, je n'étais pas très dans une stratégie d'acquisition d'abonnés. Puis là, maintenant, mon équipe marketing, c'est quasiment juste ça, la stratégie. On l'a vraiment vu pendant Black Friday. Ce qui a vraiment scarré, c'était notre infolette. Moi, infolette, c'est mon affaire que j'aime le plus. Ah ouais? Hein? Ben, tu sais, c'est tellement facile. À chaque fois que tu fais une infolette, c'est clair que tu as des ventes. Ouais. C'est pourquoi pas le faire? Fait que tu sais, ne veux pas, si, mettons, tu doublais ta communauté, mais tu doublerais tes ventes. C'est ça que ça veut dire. C'est pourvu que ça soit des abonnés de qualité, bien sûr. Mais c'est ça. Fait que nous, notre abonnement, c'est vraiment là. Fait que, on a mis des lead magnets. On est allé mettre, genre, juste une petite pancarte sur Facebook. Là, mettons, tu te promènes sur Facebook, tu vois notre pub, puis là, on te propose de télécharger notre affichette avec les logos pour faire du ménage. Là, pour bien comprendre, est-ce qu'il faut que tu laves au froid? Ouais. Bon, c'est niaiseux, là, mais les gens téléchargent ça. Fait que là, on accumule full de nouveaux abonnés comme ça. Fait qu'on est en train de mettre en place plein de nouveaux lead magnets. Fait que ça, on fait ça beaucoup. Là. C'est vraiment nos canaux là, porteurs, mettons. Ouais. Sinon, on fait vraiment beaucoup Facebook, Instagram, là, avec Meta. Instagram, ça marche super bien. Facebook aussi, ça marche. Même si c'est un canal, je pense qu'il est de moins en moins utilisé par bien des gens, ça reste que ça fonctionne vraiment bien. Mais je pense que c'est un produit aussi qui se vend bien sur... Vraiment, vraiment. Mais en même temps, notre questionnement, c'est que, nous, mettons, on a beaucoup de Joanne, là, qui, Joanne, genre 40 ans, qui, elle, elle découvre ça, puis elle est bien excitée, tout ça. C'est correct. J'adore Joanne. Mais, on essaie quand même de voir comment on est capable d'aller chercher plus de Flavie, puis voir comment on est capable de la rejoindre. Fait que là, on est sur TikTok aussi. On s'est mis là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Puis ce qu'on fait, on a fait des ads sur TikTok. Puis ce qui était prometteur sur TikTok, c'est qu'on avait du bon trafic, mettons, mais ça convertissait pas. Fait que là, à un moment donné, c'est de revoir, nous, on est en train de revoir un peu cette stratégie-là, comment on fait pour convertir
notre trafic qui provient de TikTok. Donc, tout ça, ben, c'est toujours dans l'analyse, checker un peu les chiffres, puis voir puis faire des tests, là, c'est vraiment juste ça qui... En tout cas, je pense qu'il faut vraiment tester puis prendre le temps de checker les chiffres, là. Ouais. Puis pour le site web, est-ce que vous faites des pubs Google peut-être? Ou... Oui, ça, on le fait. Puis, on a fait beaucoup de brand protection. Fait que dans le fond, quand on a changé de nom, maintenant, si tu tapes Philo, tu vas tomber sur nous. C'était vraiment important. Fait que oui, on fait beaucoup de Google Ads. On est sur le shopping aussi de Google et tout ça. Fait oui, en haut, comme ça. Oui, c'est ça, quand tu mets toujours l'onglet shopping, là. Moi, je vois tout le temps là-dessus. Ça te permet de comparer plein d'affaires. Fait que c'est ça. Fait que on est là-dessus. Donc, on utilise vraiment pas mal on est même sur Pinterest. Oui, moi aussi, je trouve. Ouais. Je sais pas, toi, ça convertit bien ou... Ben, il y a beaucoup de gens qui vont sur le site, mais convertit un peu moins, là. Mais souvent, c'est parce qu'ils viennent des États-Unis, puis là, ils voient que c'est comme plus québécois. Ah ouais. Mais quand même intéressant, tu sais, peut-être que ça vaut la peine à un moment donné de te faire un point US, quelque chose dans le genre, là, tu sais, fait que Pinterest aussi, nous aussi, c'est beaucoup de trafic, mais moins de conversion. Fait que souvent, la conversion, elle va se faire une fois que tu es allé sur le site, via n'importe quelle autre plateforme, puis là, on va te repogner, là, c'est ça, on va te retargeter via Facebook, Instagram. Tu sais, je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux. Puis là, on est en train de faire du montage pour faire du YouTube Ads aussi. Fait qu'on va essayer ça, là, j'ai hâte de voir. Là, cool. Je pense que ça peut bien marcher. Là, Tu avais parlé d'événements aussi avant. C'était quel genre d'événements vous faites? Oui, on n'en a pas fait beaucoup parce que, tu sais, il y avait la COVID. Là, ça a été lancé vraiment COVID. Fait que, tu sais, la première année, oublie les événements. On en a fait un l'année passée, qui était comme le festival Zéro Déchet. Mais là, cette année, tu sais, on va faire tout ce qui est salon habitation, tout ce qui porte sur la maternité, bien sûr. Tout aussi, qu'est-ce qui est plein air. Fait que, tu sais, on va l'essayer. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Je pense que oui, parce que, tu sais, généralement, les gens de plein air, bien, ils font attention à leur planète, tu sais. Fait que on va aller s'inscrire un peu là-dedans. Donc, c'est autour de ça là, qu'on va faire des événements. Fait qu'on s'est monté un kiosque, il est vraiment sharp, puis on va déplacer l'équipe, là. On va commencer par Montréal, Québec, là, pas mal. Mais après ça, il y en a plein, là, à Toronto, Vancouver. Ouais. Puis est-ce que vous faites un peu des médias traditionnels, comme... la radio, la télé. Pas tant. Ben, la télé, à part dans l'œil du dragon, ça s'est arrêté là. Mais ben là, tu sais, la télé, on commence à regarder parce que, tu sais, on peut penser que la télé, c'est faire un ads comme, je sais pas, bien standard. Mais ça peut aussi être vraiment du micro-ciblage via Nouveau ou des plateformes plus numériques. Fait que ça, on est en train de regarder là. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut tester. Sinon, la radio, je trouve que c'est difficile parce que, tu sais, nous, les gens, ils ont besoin de voir comment utiliser notre produit. Donc, je suis pas sûre que c'est notre meilleur canal pour le moment. Tu sais, on a eu des fois, tu sais, il y a du monde dans certaines radios qui nous ont mentionné, mais je peux pas dire que ça a été super intéressant, mettons, comme mention. Mais, tu sais, ben, c'était une belle mention, mais tu sais, avec peu de répercussions, mettons. Mais on a fait aussi, tu sais, on a une agence de presse, fait que, tu sais, elle a fait des contacts, on était dans le coup de pouce il y a pas si longtemps, tu sais, on va être dans plein d'autres articles là, dans Q1 prochain, là, fait qu'au début de l'année prochaine. Fait que ça, les magazines aussi, ça peut encore bien fonctionner. Puis c'est bien parce que quand ils parlent de toi, ben après ça, c'est super le fun parce que ils réfèrent à ton site, puis là, c'est bon pour ton SEO, tu sais. Fait que là, on est en train de reconstruire notre SEO, fait qu'on en a comme besoin. Fait que ça, ça fonctionne quand même bien, là, Good. Puis pour les gens qui écoutent qui savent pas c'est quoi un SEO, dans le fond, c'est juste qu'est-ce qui fait que quand tu tapes le nom, tu vas sortir le plus vite sur Google, en gros. Là. Exact, oui. Puis, est-ce que vous faites du marketing d'influence, des influenceurs? Oui, c'est vrai. On en a quand même plusieurs. T'sais, on a essayé, on en a fait beaucoup au Québec. Je veux dire, Claudie Mercier, je les connais pas toutes, là, mais on en a vraiment beaucoup, pas mal des bons. Puis, tu sais, on a essayé beaucoup dans le reste du Canada, un peu aux États-Unis, parce que, tu sais, nous, on a quand même une partie de nos ventes qui vient des States, mais vraiment naturellement. Fait que là, on s'est dit, on va essayer un petit peu voir comment ça réagit. Mais aux États-Unis, c'est vraiment difficile, les influenceurs. C'est beaucoup des collabs rémunérés. Fait en tout cas, on verra ce qu'on va faire pour les States. Le reste du Canada aussi, c'est quand même beaucoup de collabs rémunérés, mais des fois, tu sais, ils ont vraiment envie de parler du produit. Fait que, tu sais, on a à peu près une centaine d'influenceurs là, à date qui ont promu le produit là, via leurs canaux. Fait que ça, moi, je crois vraiment beaucoup à ça. Là, Puis là, tu me parles, c'est comme des États-Unis, du Canada, mais est-ce que vous vendez dans d'autres pays? Est-ce que vous êtes international? On est international. Non. Ben oui, tu sais, dans le fond, des fois,
fois, on a des commandes, mais c'est très rare parce qu'on fait pas de pub, tu sais, OK. sur d'autres... Tu sais, aux States, on n'en a jamais fait de la pub. Donc, c'est vraiment surprenant, en fait, qu'on ait des ventes qui proviennent de là. Fait que States, c'est assez fréquent. Mais sinon, tu sais, on a vendu en France, à Dubaï, c'est un peu, honnêtement, dans plusieurs pays, mais c'est juste que quand ils viennent pour payer le shipping, ça veut dire qu'ils veulent vraiment le produit parce que ça coûte excessivement cher. Là. Fait que nous, on charge le shipping quand c'est à l'extérieur du Canada et des US. Là. Puis là, on a parlé pas mal du marketing comme e-commerce, mais tu sais, vous êtes quand même dans des points de vente. Côté point de vente, qu'est-ce que vous faites pour que les gens aillent dans le point de vente? Est-ce que vous avez payé pour de la pub, mettons, je sais pas, dans les points de vente que vous êtes? Comment ça fonctionne, plus ce côté-là? Oui, quand on travaille avec des points de vente plus indépendants, là, qui ont une boutique et tout ça, on paye pas vraiment. Tu sais, des fois, on va faire de la pub pour mener vers ces points de vente-là. On essaie d'en parler le plus possible. Tu sais, veux pas, plus on amène du trafic dans leur magasin, plus ils vont racheter chez nous. Fait que c'est gagnant-gagnant. Tu sais, récemment, on a envoyé une équipe se déplacer dans certains points de vente ici à Montréal, puis aller parler du produit. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est bon pour le brand. Tu sais, les gens, ils voient plus la marque. Et ça, on a fait ça. Puis, tu sais, au niveau, mettons, plus bannière, ce qui s'en vient, on rentre chez Jean Coutu, Brunet, Proxime, Uniprix, tout ça. Là, c'est vraiment plus compliqué parce qu'eux, ils ont les catalogues. Fait que là, il faut se garder du budget pour être capable de s'inscrire dans un catalogue, que le produit soit visible. Si on veut mettre le produit en rabais, tu sais, il faut le prévoir aussi dans notre structure de prix. Honnêtement, c'est tellement cher. Tu sais, c'est vraiment cher rentrer dans des points de vente comme ça. Tu sais, nous, exemple, les marges, quand on est au détail normal, les petits détaillants individuels, on a des marges de quoi? 50 %. C'est vraiment bon. Puis quand on rentre dans un Jean Coutu, là, on est listé. Fait que ça veut dire qu'on va être à l'entrepôt de Jean Coutu, puis qu'ils vont expédier nos produits dans tous les Jean Coutu au Québec. Là, c'est 25 % de marge. Fait que c'est vraiment... Puis ça, c'est si on est vraiment on target sur nos coûts, là. Fait que il reste vraiment pas beaucoup d'argent après. Fait qu'on le fait beaucoup pour la notoriété plus que les ventes, là, mettons, là. Puis, vous êtes rendu à combien d'employés maintenant? On est rendu 14, 14 employés. Puis, tu sais, nous, on fait pas l'expédition e-com. On a laissé ça un 3PL. OK, un 3PL. Oui, exactement. Fait que à Repentigny, fait qu'eux, ils sont extraordinaires. Là, ils expédient toutes nos commandes. Une chance, parce que ça, on était vraiment, vraiment pas bons, là. On avait des délais pas possibles. On n'était pas capable. Ben, tu sais, dès que tu as une croissance de tes ventes comme inattendue, mais là, tout à coup, tu n'as pas le staff nécessaire pour expédier. Fait que là, c'était toujours le chaos. On faisait des erreurs. On était vraiment pas très bons. Fait que finalement, on a commencé à travailler avec Ship2, là, qui sont extraordinaires. Eux, là, ils nous permettent de dormir la nuit, puis tu sais, bon, ils sont vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait qu'on est 13 employés. Là, on a une équipe de plus chimie R&D interne, une équipe de production, puis une équipe plus marketing. Ouais. Puis est-ce que tu vas expliquer un peu pour eux qui écoutent, qui ne savent pas c'est quoi un 3PL, comment ça fonctionne? Oui, mais en fait, c'est vraiment, tu leur laisses ton stock, puis eux, ils se connectent après ton site web. Et nous, on est sur Shopify, fait qu'eux, ils sont super habitués. Puis après ça, bien, à chaque fois qu'il y a une commande qui rentre, ils l'expédient. Fait que, tu sais, ils utilisent nos boîtes. Toutes ces personnes pourraient penser que ça vient d'un autre. C'est un autre partenaire que nous. Moi, je dis tout le temps, c'est mon entrepôt, là, tu sais, mais c'est pas mon entrepôt, là, mais c'est mon entrepôt, puis je laisse mon stock là. Fait qu'ils sont vraiment... Eux sont automatisés aussi au niveau de leur expédition. Fait que, dans le fond, à la fin, tu sais, eux nous chargent, ils chargent au produit. Fait que, mettons qu'ils mettent une bouteille dans la boîte, ça coûte X cents. Puis ils chargent pour une commande. Fait que, je sais plus c'est quoi, là, tu sais, mettons 2 $ la commande, 2,50, je sais plus trop. Puis après ça, ils vont expédier, fait qu'ils vont payer l'expédition, puis ils vont nous le recharger à la fin du mois. Mais ils font tellement de volume, honnêtement, qu'à la fin, on le sent pas, le coût. C'est le coût de gestion qu'ils nous chargent, là, vu que les frais d'expédition sont un petit peu moins que nous, ce qu'on aurait fait par nous-mêmes, parce qu'eux, ils expédient d'autres compagnies aussi. Fait que ça, c'est vraiment, là, ça vaut... Pour une compagnie qui veut scaler, là, le 3PL, c'est vraiment nécessaire, à mon avis. Là, Puis est-ce que tout ton inventaire est là-bas? Comment ça fonctionne? Oui, on a une partie de l'inventaire qui est là-bas, une autre partie qui est à Québec dans nos bureaux, là où on produit, en fait. Fait que tout ce qui est plus grand distributeur, ça, on fait... Dès que c'est sur palette, en fait, nous, on fait partir ça de notre entrepôt de Québec. Puis dès que c'est des commandes plus e-com, individuelles, bien là, on fait partir ça de Repentigny. Puis, tu sais, souvent, mettons, là, récemment, c'était beaucoup des enjeux de croissance. On manquait de plancher, on manquait d'espace dans notre entrepôt. On faisait tout shipper chez eux, puis eux géraient ça, tu sais. Fait qu'ils nous chargent un loyer, là, il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est vraiment plus facile. On n'a pas besoin d'à chaque fois aller chercher du pied carré supplémentaire sur notre bail. Donc, ça a été comme notre façon, nous, de pouvoir grandir, là, en profitant d'eux. Puis comment tu trouves ça, être une boss? Ah, mon Dieu, je trouve que c'est la partie la plus tough. Mais c'est parce que moi, mes employés, je les aime vraiment beaucoup, tu sais. Puis
Des fois, tu sais, il y a eu plein d'enjeux, là. Je veux dire, il a fallu remercier des gens cette année parce que ça marchait pas. Puis l'entreprise grandit vite, elle change vite aussi. Fait que, tu sais, j'ai besoin de monde qui sont capables de s'adapter, apprendre rapidement. Donc, c'est ça. Moi, c'est la partie que je trouve difficile parce que des fois, ben ça marche pas, mais je les aime profondément, tu sais. Mais c'est ça. Puis de prendre le temps. Tu sais, des fois, je prends comme pour acquis qu'ils devraient déjà savoir les choses, mais en même temps, il faut... tu sais, mon rôle à moi, ça devrait juste être des coachés, pas faire pour eux. Des fois, c'est difficile parce que tu dis, si je le fais, ça va me prendre 5 minutes. Si l'autre personne le fait, ça va me prendre 1 heure. Il va falloir que je la forme pendant 1 heure. Mais à long terme, c'est un gain, tu sais. Il faut que je me le rappelle. Mais je trouve ça... C'est la partie la plus tough, je trouve, de ma job, là, ouais. Puis, tu sais, scaler... Puis d'être capable de voir où est-ce que tu veux mettre les gens. Puis, tu sais, des fois, les rôles changent aussi. Là, tu réalises, ce poste-là, c'est rendu trop gros ce que je donne pour une seule personne. Pour faire faut diviser le poste, là. Mais là, fait que, tu sais, c'est dur aussi recruter des gens. Tu veux les garder. Donc, tu veux qu'ils soient bien dans leur emploi. Fait que, moi, c'est vraiment la partie, là, qui... je me réveille à 4 heures pour y penser, là. Ouais. Tu sais, ouais. Puis maintenant que tu as une équipe, c'est quoi tes rôles à toi, vraiment, à chaque jour? Oui, bien, dans le fond, cet été, j'ai celle qui s'occupait de toutes mes opérations, là, ma directrice aux opérations, je l'ai promue directrice générale, fait qu'on s'est séparés. Elle a fait tout l'opérationnel, puis moi, je fais plus commercialisation, vente et tout ça, stratégie de croissance. J'haïssais ça, l'opérationnel, j'étais vraiment mauvaise. Fait que je te lève, ça prend quelqu'un qui est vraiment meilleur que moi. Fait que Fred, en fait, qui est ma collègue, qui est la directrice générale, elle s'occupe de ça. Fait qu'elle gère plus ses employés d'entrepôt, tout ça. Fait que c'est vraiment son rôle. Puis moi, je garde plus la partie marketing, vente, puis tout ce qui est finance, là, bien sûr, vu que j'avais ce profil-là plus financier. Fait que c'est pas mal ça que je fais, là, ouais, au quotidien. Fait que venir dans des podcasts, c'est seulement ça. C'est quoi, tu penses, ton plus gros... Ben, pas un défaut, mais qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail? Moi, je suis vraiment impatiente, vraiment, là. Comme mon équipe, ils le savent, là, quand il faut que j'attende, c'est pas... Fait que c'est ça que je trouve difficile, parce que des fois, ben ça prend du temps, faire la recherche-développement, on parle d'1 an, 1 an et demi, des fois, là, faire un nouveau produit. Moi, je voudrais qu'il soit fait pour hier, tu sais. Fait que c'est souvent ça qui... Tu sais, il faut que je trouve le juste équilibre entre pousser, mais pas trop, là. Ouais. Fait que puis alors que des fois, quand j'étais plus toute seule, ben je le faisais à mon rythme, à ma vitesse à moi. Là, il faut aussi que je m'adapte aux vitesses des autres, puis au processus aussi qu'on est en train de mettre en place dans l'entreprise. Fait que, tu sais, il y a du monde qui travaille à structurer l'entreprise pour qu'elle puisse grandir puis être plus scalable. Bien, on peut pas développer un produit en 2 semaines, ça marche plus, là, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve dur, mais c'est pour le mieux, là, je sais, ouais. Puis comment, justement, tu planifies les nouveaux produits que tu vas sortir? Comment tu décides qu'est-ce que tu veux sortir? C'est quoi le processus? Oui. On essaie toujours d'aller trouver un équilibre entre qu'est-ce qui est de très gros développement et de très petit développement. Fait que pour essayer d'aller chercher, pour qu'il y ait toujours des projets qu'on peut sortir rapidement. Fait qu'on regarde beaucoup ce qui se passe dans le marché. On voit où est-ce qu'on veut être dans 3 ans, à quoi on veut ressembler comme entreprise. Puis là, on développe à travers ça. Des fois, on va se surprendre nous-mêmes parce que là, on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Nous, en fait, dans toute notre gamme de soins corporels, la technologie, c'est qu'on transforme de l'eau en gel. Ouais. C'est là-dessus qu'on a des brevets, en fait, là-dessus. Fait que... à partir de ce moment-là qu'on avait ça, on s'est dit, on peut faire tellement d'autres affaires. Fait que des fois, là, on se dit, OK, ça prendrait juste 2 mois de développer ce produit-là, ben let's go, on va le faire. Des fois, on va y aller par quick win, tu sais. Fait que là, maintenant, on analyse aussi tout combien ça va coûter un nouveau développement en termes de temps, mais en termes de, tu sais, aussi de stock de départ, tu sais. Parce que ça peut coûter cher, là, lancer un produit, là. On peut parler de quoi, 200 000. Fait que, tu sais, on veut bien le planifier. Des fois, ça va être juste 25 000, tu sais. Fait que puis ça peut valoir la peine. Fait qu'on essaie de tout mettre ça ensemble puis de regarder qu'est-ce qui est le plus profitable à court terme puis qu'est-ce qui est cohérent aussi dans nos déploiements, là, ouais. C'est quoi le produit qui était le plus tough à développer? Le revitalisant, vraiment, là, parce que ça, écoute, c'est comme une crème, là, que c'est vraiment intense, tu sais. On est allé chercher des technologies de autre chose pour faire ce produit-là. C'est vraiment un produit qui a été tough, tu sais, jusqu'à la dernière minute, là, qu'on voulait lancer on était prêt à lancer la gamme corporelle. Le revitalisant, il n'était pas prêt. Fait que là, il a fallu qu'on attende. Tu sais, au début, on voulait lancer ça en février 2022. Il a fallu qu'on attende. On vient de le lancer, on est en décembre 2022, tu sais. Okay, ouais. Fait que ça a été vraiment difficile, mais on est vraiment contents. Puis une fois qu'on a ça, ben là, après ça, c'est plus facile, là, de développer le reste, là, ouais.
Puis tu parlais que vous avez des brevets, mais est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font un peu les mêmes principes que vous? Ouais. Ou vous êtes pas mal les seuls? À quelques variations près. Fait que oui, il y a des compagnies qui font des affaires similaires. Ouais. Mais mettons, pour le revitalisant, là, on est vraiment les seuls à le faire. OK. Fait que ça, on était assez excités de ça. Fait que là, on s'est breveté aux States. Là, puis dans un an, il va falloir breveter ailleurs dans le monde. On va choisir. Mais ouais, il y a des plus gros joueurs, mettons, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui en font. OK. Fait que on a encore une bonne place, là, mettons. Au Canada, on est tout seul. Fait que ça, c'est quand même chouette. Ouais. Puis si tu es à l'aise de nous le dire, c'est qui, tu penses, la compagnie qui serait ton plus grand concurrent? Nous, aux States, c'est Blue Land. Fait que, Okay. c'est une quand même grosse compagnie. Ils ont levé beaucoup de capitaux, plus que nous, là. Fait que c'est sûr que... Mais, tu sais, ils sont sur un marché aussi 10 fois plus gros que nous. Fait que là, c'est sûr qu'on arrive avec nous, notre gamme de soins corporels complète. Fait que là, on est là. Il faudrait peut-être la lancer rapidement aux States, mais en même temps, c'est des budgets marketing assez imposants. Fait que là, on est en train de regarder comment on va positionner ça. Mais notre stratégie va quand même ça va toujours être de focusser sur le marché canadien puis augmenter notre gamme ici. C'est là que je pense qu'on va avoir les meilleurs gains avec les budgets qu'on a. T'sais. Puis c'est quoi, depuis le début de ton entreprise, que tu es le plus fier, ton plus grand accomplissement? Bien, je pense que c'est mon équipe, vraiment. Parce que ça a été vraiment difficile pour l'équipe cette année avec tout le changement de brand puis tout ça. Puis c'est une équipe tellement forte. Ils sont vraiment bons, premièrement, puis ils sont vraiment soudés. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de cool quand tu développes. C'est comme une famille, tu sais. Fait que c'est une mini-armée. Fait que ça, c'est vraiment ce qui me rend fière, tu sais. Puis aussi de l'avoir fait pendant la COVID, quand j'avais les enfants à la maison, tu sais. Je l'ai lancé le 1er avril. Il n'y avait pas de garderie, là, tu sais. Fait que pendant 2 mois, les enfants à la maison, je l'ai fait quand même. Fait que ça, je suis quand même particulièrement fière, là, ouais. Puis c'est quoi, tu penses, ton plus gros fail, entre parenthèses, dans la compagnie? Est-ce que tu penses que c'est le nom? Ah, il y a le quelque nom, chose ça, c'est un gros fail. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être un autre fail? Ouais, non, le nom, nous, ça a vraiment été la plus grosse erreur. Là, mais on en a fait plein des erreurs, là, on en fait encore aujourd'hui, là, mais clairement, l'erreur la plus chère, en tout cas. Ouais. Je dis tout le temps, c'est comme faire 3 MBA là, la même année. Là, ça coûte vraiment cher, puis mais j'ai appris. Là, ouais. Puis, c'est quoi le produit? Ça n'a vraiment pas rapport, mais c'est moi qui te demandais ça. C'est quoi ton produit qui se vend le moins et ton produit qui se vend le plus? Ben là, actuellement, là, c'est sûr, c'est dur à dire parce qu'on vient de rentrer notre gamme corporelle. Fait que clairement, la gamme corporelle, c'est elle qui s'est plus vendue. Là. Je dirais que ça a été 70% de nos ventes là, dans le dernier mois. Mais sinon, mettons, au niveau nettoyant, c'est sûr que tout usage, c'est vraiment un gros vendeur. Le savon à main aussi, on a comme un savon à main en mousse. Puis là, récemment, on a lancé des pastilles de lave-vaisselle. Là, on n'est vraiment pas dans l'innovation. Tout le monde fait ça, mais c'est un de nos gros vendeurs parce que le monde, il en utilise beaucoup. Notre produit est vraiment, vraiment bon. Fait que, on a un bon repeat là-dessus aussi. Fait que je dirais que la vaisselle, c'est pas mal notre meilleur vendeur. Ah, pour vrai? Ah ouais, c'est fou, hein? Ouais. J'aurais pas pensé. Ben, moi non plus. Cool. Comment tu fais pour te démarquer des compétiteurs, justement? Oui, ben nous, c'est sûr que, tu sais, on fait des produits qui sont similaires. Par exemple, tu sais, je parlais de Blue Land tantôt, fait qu'on est vraiment dans quelque chose de similaire. Par contre, on essaie d'aller pas sur les mêmes canaux de vente, tu sais. Puis là, je pense que c'est là que ça peut faire la différence. Fait que oui, on a notre site web, mais tu sais, par exemple, qu'on prend le Windex, là, tu sais, eux, ils sont très présents en magasin, ils font vraiment de l'épicerie, de la pharmacie. Nous, on essaye de pas miser là, tu sais. On va le faire si la bannière nous appelle puis qu'elle veut vendre le produit, on va le faire parce que c'est une belle opportunité. Mais notre focus, nous, il est vraiment en ligne. Fait que, tu sais, ça a été comme notre premier élément de différenciation. Puis c'est ce qui nous a vraiment aidé. En fait, sans le savoir au départ, c'est ce qui vraiment nous a aidé parce qu'avec peu de budget, j'ai réussi à scaler ça quand même assez rapidement. Puis après ça, quand on vient pour se différencier de la compétition à l'étranger, bien là, c'est beaucoup dans le message qu'on va dire. Tu sais, nous, on mise, mettons, notre compétiteur Blue Land vise beaucoup l'environnement, tu sais, les déchets. Nous, on va miser sur plus le caractère toxique, non toxique et tout ça. Par rapport à l'humain. Mais au final, nos produits sont très similaires. Fait que la seule distinction, c'est la provenance. Donc, actuellement, on est chanceux, on est sur le territoire canadien. Fait que les gens, ils ont avantage à acheter notre produit au Canada. Mais la vraie question, c'est, ils vont-ils avoir aussi avantage à le faire
aux États-Unis. Mais là, ce qui nous différencie vraiment, c'est qu'on est manufacturier, puis les autres le sont pas. Fait que nous, ça nous permet d'avoir des meilleures marges, d'avoir un meilleur contrôle, d'être capable de lancer des produits plus rapidement. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence là, dans les prochains mois, les prochaines années. Là. Mais votre image de marque aussi, ça vous différencie, votre branding puis tout. Vraiment. Mais en même temps, tu peux vraiment avoir un beau branding, puis personne vient sur ton site. Non, fait qu'au départ, le branding n'était pas très beau. J'ai préféré mettre de l'argent vraiment sur les réseaux sociaux. Puis je pense que des fois, l'erreur que les gens font, ils mettent tellement d'argent sur leur branding. C'est super important, je suis d'accord. Mais ça peut se peaufiner avec le temps. Mais d'aller chercher une traction rapidement en ligne, si on veut être un commerce en ligne, ça, c'est vraiment important. Fait que de garder le plus gros du budget pour faire du marketing, c'est tellement important. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se planter parce que leur exécution n'est pas parfaite à ce niveau-là. Là. Puis, tu sais, vous avez quand même des produits c'est des produits que les gens... C'est quand même un produit que tu peux faire du repeat. Tu vois que c'est à peu près à combien de mois que les gens ils vont racheter? Oui. Bien, tu sais, au début, avec les produits nettoyants, honnêtement, c'était affreux. Là, on parlait de 9 mois. Oui, parce que moi, je pense pas que j'achète plus que 2 fois une bouteille par année. Ah, vous? Là, tu nettoies pas beaucoup. Ça dépend. Mais non, mais c'est ça, exactement. Tu sais, en moyenne, les gens vont acheter 50 bouteilles par année. Tu sais, ce qui est quand même beaucoup. Mais tu sais, mais 50 bouteilles, tu sais, tu vas acheter une bouteille de Lysol, une bouteille de oui, c'est ça que je parle, de la même bouteille, j'en rachète pas. Ouais. Exactement, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, aux 9 mois, fait que ça, c'était vraiment effrayant, là. Ça nous inquiétait. Puis, tu sais, c'est ça, comme je te disais, il y a même des fois du monde qui n'achetait pas pendant 1 an. Puis, nous, on les considère plus comme des clients actifs quand ça fait plus d'1 an qu'ils ont acheté. Non. Fait que là, on perdait des clients, mais finalement, ils n'étaient pas perdus. Puis, des fois, ils allaient en magasin. Fait que, tu sais, ça, c'est un enjeu aussi de savoir le client est rendu où. Là, maintenant, on se situe plus autour de, tu sais, on a descendu à 6 mois. J'ai hâte de voir les chiffres des prochaines semaines, mais tu sais, on espère être plus autour d'un 4 mois, 3 mois, là. Tu sais, fait que si on a réussi à faire ça en peu de temps, on est vraiment content. Mais j'ai hâte de voir, c'est notre premier trimestre 2023 qui va pouvoir nous dire là, si ça a été gagnant, puis si on a réussi à... Puis on a mis beaucoup de choses en place aussi, là, au niveau des automations, au niveau de Klaviyo, là, on utilise Klaviyo pour les newsletters. Oui. Donc, on a mis beaucoup de choses en place pour que les gens rachètent, des incitatifs et tout ça. Fait que ça aide aussi à rétrécir le cycle de vente. Là. Parfait. Puis, ça serait quoi ton plus grand rêve avec ta compagnie? Je sais. Écoute, c'est drôle, je m'en fais. Parce que là, actuellement, nous, on est en ronde de financement. Tu sais, fait qu'on est en train de pitcher à des fonds d'investissement. Puis, tu sais, je me fais beaucoup demander, tu vas être où dans 5 ans? Mais honnêtement, il y a 2 ans, tu m'aurais posé ça comme question. J'aurais jamais pu dire que j'allais être. Tu sais, on allait être aussi gros, mettons, 2 ans plus tard. Moi, mon rêve, c'est vraiment que l'entreprise vive sans moi. Tu sais, que j'avais pas besoin d'être là pour prendre les décisions, puis que tout soit semi-automatique. Puis souvent, tu sais, niveau chaîne de production, mon rêve, c'est qu'on rentre de la matière première d'un bar, puis que ça sorte de l'autre bar emballé. Tu sais, ça serait vraiment mon rêve, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais. On a encore beaucoup d'opérations manuelles, mais quand on va être rendu là, je me dis, ça va être facile. Ce qui ne sera sûrement pas le cas, là, mais ouais. Fait que l'automatisation, pour moi, c'est vraiment un rêve. Puis le fait que je puisse vraiment tu sais, si je pouvais prendre 6 mois de vacances à un moment donné, ça serait mon rêve. Tu sais. Je me dirais, là, j'ai réussi, tu sais. Puis est-ce qu'il y a comme un magasin qui t'aimerait rentrer? Ben pas tant. Moi, les magasins, là, je pense qu'il ne faut pas que je le dise trop fort, ça ne m'excite pas. Vraiment pas. Parce que ça vient aussi avec toutes les contraintes, avec les marges qui sont moindres. Fait que c'est pas vraiment, tu sais, c'est pour moi, ça, non, j'ai pas un magasin. Peut-être en avril, tu sais, ici, là, que ils répondent pas à mon courtier, là, mettons, mais c'est ça. Peut-être en avril, ça serait mon meilleur, là, ouais. Puis quand tu rentres dans les points de vente, est-ce que c'est directement avec vous ou vous avez comme quelqu'un qui vous fait rentrer dans les points de vente? J'ai oublié le nom. Oui, un courtier, c'est ça. Ouais. Ben oui, on a un courtier. Tu sais, dans le fond, nous, quand on a commencé à entamer des discussions avec Jean Coutu, Brunet, tout ça, ben là, c'était plus facile avec un courtier. Puis lui, dans le fond, il a le rôle d'aller chercher aussi des nouveaux points de vente. Ouais. Mais c'est un processus qui est tellement long parce que faut parler aux bons acheteurs, faut être là au bon moment parce que là, ils ont des planogrammes. Ça veut dire qu'ils regardent un peu comment leurs produits vont être placés en magasin. Il faut que tu arrives au bon moment dans l'année. Ils font ça 2 fois par année. Ils sont un peu archaïques dans leur façon de faire. Fait que c'est vraiment pas facile. Puis,
sais, l'enjeu aussi, tantôt on parlait d'erreurs, mais nous, une de nos erreurs, c'est qu'on s'était fait dire, vous allez rentrer dans le courant de l'été en bannière. Fait que là, on était comme, OK, là, mais on va manquer de stock. Fait qu'on va commencer à stocker. Fait que là, on a commencé à stocker beaucoup, tu sais. Mais à un moment donné, là, ça coûte cher avoir du stock qui n'est pas, vendu, là, qui dort. Fait que ça a été vraiment dangereux pour l'entreprise. Vers la fin de l'été, là, j'ai dit, un peu, là, c'est parce qu'il faut qu'on le sorte, le stock, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un enjeu. Fait que les bannières, le moins possible. Puis maintenant, on se dit, si on le fait, ça va être, tu sais, on court pas trop après, puis on s'excite pas trop le poil des jambes tant qu'on n'a pas les PO entre les mains, là, tu sais. Puis c'est quoi que t'aimes le plus d'être entrepreneur? Moi, j'aime gérer mon temps, tu sais, puis aussi, tu sais, tout le volet créatif, là, tu sais, d'être capable de penser à des nouveaux produits, à les mettre en place. Ça, moi, j'adore ça. Mais la gestion de mon temps, tu sais, c'est ça. Si, mettons, un matin, je suis pas optimale, ben je peux travailler le reste du temps. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille beaucoup plus que les autres. Mais au final, on travaille quand on veut, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même un avantage. Puis moi, j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes, puis, tu sais, parler aux gens. Fait que, tu sais, ça vient aussi beaucoup, je pense, pour les entrepreneurs qui le veulent, tu sais, c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais moi, ça me donne un accès à plein de nouveaux contacts, puis, tu sais, être capable de savoir comment ça se passe. Tu sais, exemple, là, on est en train de passer justement les rondes de financement, mais c'est nouveau, j'apprends encore, fait que ça, j'adore ça, là, ouais. Puis est-ce que tu penses qu'un jour, tu voudrais vendre peut-être Mini ou tu vas toujours avoir les pieds dans Mini? C'est une possibilité. Tu sais, c'est sûr que l'entreprise est montée pour éventuellement être vendue. Tu sais, puis on le sait que le produit, les brevets, tu sais, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Puis tu sais, ce qu'on voit beaucoup actuellement dans le marché, c'est qu'il y a beaucoup de brands, de gros brands comme exemple P&G, Church & Dwight. Tu sais, eux, ils rachètent des plus petits brands, des startups. Fait que tu sais, on le sait que ça peut être une possibilité, mais je me suis toujours dit que si l'entreprise n'est pas vendue, elle va être profitable, puis on va continuer quand même à croître, tu sais. Fait que je pense pas que c'est une finalité, mais je pense que ça serait peut-être un beau levier pour nous pour pouvoir accomplir mieux notre mission, avoir plus de financement derrière pour pouvoir continuer à grandir plus vite. Donc, si éventuellement c'est quelque chose qui se présente, c'est clair que je vais l'analyser. Je pense que tout le monde a un prix, là, tu sais, veux pas. Là. Puis tu penses c'est quoi ta plus grande qualité en tant qu'entrepreneur? Je pense que c'est ma créativité, ouais. Parce que, tu sais, puis je suis très, tu sais, souvent, des fois, mon équipe, ils m'aiment pas parce que je suis comme, on a réussi à aller sur la Lune, je pense qu'on est capable de faire un revitalisant, tu sais. Fait que, je suis comme... Fait que c'est ça. Fait que je pense que je suis très... tu sais, je vais fouiller beaucoup, je suis très passionnée. Fait que, tu sais, je vais faire beaucoup de recherches, je vais questionner beaucoup, puis je vais amener des fois les gens à réinventer les choses. Puis ça part beaucoup de ma créativité. Puis, tu sais, je pense qu'il faut être capable de faire les choses différemment. Fait que ça, je pense que c'est ma force, autant que ça peut être l'élément le plus gossant pour mon équipe. Là. Mais au final, ils sont tout le temps contents. Ils m'aiment quand même. Mais c'est ça. Puis, est-ce que c'est toi aussi qui s'occupe, là, je sais que plus maintenant, mais comme le packaging, puis tout, est-ce que c'est toi qui vas trouver les idées ou tu as une équipe qui fait ça? Oui, je travaille avec une équipe, mais c'est vrai que, tu sais, je vais encore beaucoup me mettre les mains dedans parce qu'on est encore... tu sais, on a changé de brand il n'y a pas longtemps. Puis là, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait une cohérence. Puis dès que je me retire trop, j'ai l'impression que ça part d'un bord puis de l'autre. Fait que, tu sais, souvent, je pense qu'il faut le ramener. Puis il faut qu'il y ait un porteur. En tout cas, là, c'est ça quand on est en train de se questionner. Il faut qu'on ait un porteur dans l'entreprise qui porte le brand, tu sais, qui est le gardien du brand. Puis ça, tu sais, on aura bien beau embaucher tous les bons graphistes du monde. Ça reste des fois difficile pour un externe d'être capable de garder ça. Fait que des fois, il faut se faire confiance à l'interne aussi puis se dire, bon, mais on sait qu'est-ce qu'on a besoin, mieux que personne d'autre. Mais on travaille en équipe avec souvent des partenaires externes, puis mon équipe de marketing, puis même toute l'équipe de chimie, des fois, vont être impliquées là, surtout quand on parle de bouteilles, parce que le produit peut avoir un impact. Tu sais, des fois, le produit est trop épais pour tel type de bouteille. Fait que, tu sais, en tout cas, l'erreur aussi qu'on a faite souvent, c'était pas les inclure dans les discussions de packaging, puis d'avoir des mauvaises surprises. Fait que maintenant, on inclut tout le monde, puis tu sais, on se gêne pas pour faire des gros brainstorms collectifs, là, ouais. Puis pour qu'est-ce qui est de l'interne puis l'externe, est-ce que vous êtes in-house pour les publicités puis tout? C'est quoi que vous faites vraiment à l'interne, à l'externe? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, tout ce qui est création de contenu, on a une firme, on a en fait une freelancer qui fait ça. Fait que tous nos réseaux sociaux, les posts, tout ce qui est story, c'est elle qui fait ça. Elle travaille en collaboration avec une fille dans mon équipe. Okay. Tout ce qui est ads payantes, là, on a une firme externe aussi qui fait ça, mais on le suit à l'interne. Fait qu'on va analyser les métriques, okay, on va les challenger, on va leur proposer des améliorations, parce que ça, c'est vraiment important. Puis on essaye, moi, je dis tout
le temps à mon équipe, il ne faut pas être des doers, il faut comme juste déléguer bien la job. Puis souvent, c'est de la déléguer à l'externe parce que des fois, on a besoin justement d'expertise vraiment pointue. Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un qui fait des ads 100% du temps dans ma business. T'sais. J'en ai besoin peut-être 10% du temps, mais il faut le déléguer puis il faut le suivre. C'est ça l'enjeu. Fait que souvent, quand je vois des gens qui font trop, ben là, j'essaie de les ramener plus dans la délégation puis tout ça, mais c'est toujours un défi de trouver l'équilibre. Là. Ouais. Puis tu vends quand même des produits qu'il faut quand même faire beaucoup de awareness, comme expliquer aux gens, comme tout. Est-ce que tu as beaucoup de problèmes de service à la clientèle ou pas vraiment? C'est pas si... Je me suis fait dire que c'était vraiment pas si pire sur le volume qu'on faisait. Moi, je trouve qu'il y en a encore vraiment beaucoup, des questions. Tu sais, des fois, des affaires que c'est écrit sur le site, mais là, les clients, je sais pas, il faut qu'ils te parlent. Puis en même temps, je me dis, hey, c'est tellement... Tu sais, un client qui nous écrit, là, c'est une chance. Tu sais, même quand c'est des fois pour se plaindre, moi, j'essaie toujours de me rappeler, hey, on est chanceux qu'il se soit plaint à nous, tu sais, parce que c'est une occasion d'y offrir un service exemplaire. Puis souvent, nos clients, ils repartent tellement contents que même s'il a été peut-être déçu d'un produit, un enjeu avec son expédition ou peu importe, bien, après ça, il va racheter chez nous parce qu'on a pu y montrer qu'il y avait comme des gens derrière derrière la business. Ouais. Fait que ça, c'est comme vraiment important. Fait qu'on a, on a un service à la clientèle qui fait ça. Puis oui, il faut communiquer, mettre plus de vidéos. Des fois, on réalise que tu sais, c'est niaiseux, des fois, les gens cherchent un produit en particulier sur le site, mais c'est dans le menu de navigation, tu sais, c'est tellement évident. Mais crime, il l'a pas vu. Fait que, tu sais, il faut se questionner pourquoi c'est-tu normal? C'est-tu tout le monde qui le voit pas? Ou c'est juste Joanne qui est pas habituée de naviguer sur les réseaux sociaux? Fait que c'est ça. Faut écouter beaucoup, je pense, puis communiquer beaucoup, puis, tu sais, de pas avoir peur de se répéter. Je pense que souvent, on pense qu'on se répète, mais non, le client, il l'a peut-être pas vu la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais la quatrième fois, il va comprendre. Parfait. Puis pour finir le podcast, c'est genre plus des petites questions à rafale. Fait que, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mini en 2023? Est-ce qu'on peut avoir un petit coup? Ouais. Écoute, on travaille. Hey, là, mon équipe de marketing vont me tuer, mais ils vont dire pourquoi tu dévoiles ça? Non, mais il y a un produit on est vraiment fiers. On travaille sur, moi, j'ai 2 enfants, puis honnêtement, la compagnie, je l'ai lancée pour mes enfants parce que je veux leur offrir une meilleure planète pour le futur, tu sais. Puis, on lance une gamme pour enfants, fait qu'on a vraiment toute une... Ah, c'est cool, ça, j'allais dire. Maintenant, je vois des produits... C'est hot, je capote, j'ai tellement hâte. Ça va vraiment... quelque part en mars, je pense, si tout va bien. Puis, on va se lancer dans d'autres gammes de produits aussi, là, toujours dans le corporel, mais c'est ça, on va avoir beaucoup de déclinaisons dans le corporel. Il y a beaucoup... En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un meilleur terrain de jeu au niveau du corporel qu'au niveau des nettoyants, bien qu'on va lancer quelques nettoyants aussi en 2023. Mais je pense que dans les 18 prochains mois, on lance 12 produits, ce qui est vraiment énorme. Oh, c'est beaucoup, hein? Ouais. Fait que ça va être une grosse année. Ouais. Cool. Ça serait quoi ton plus grand conseil pour quelqu'un qui voudrait être entrepreneur? Bien, moi, je pense que c'est de commencer petit. Tu sais, des fois, on pense que pour commencer une entreprise, il faut comme, tu sais, avoir beaucoup d'argent, puis... faire plein de produits en même temps. Mais tu sais, moi, au début, j'avais 2 produits. Là. C'était mon nettoyant tout usage puis mon nettoyant pour les vitres. Puis j'ai réussi à faire une business. Là. Fait que des fois, je pense que c'est revenir à la base puis commencer rapidement puis tester le marché, questionner les clients, ils aiment tout ça, adapter le produit. Puis quand les bases vont être assez solides, bien là, de scaler puis d'augmenter les budgets, tu sais. Fait que, ouais, c'est mon conseil. Cool. Ça serait qui un entrepreneur, whatever, qui t'inspire? Hey, j'ai tellement de monde qui m'inspire, je pourrais pas répondre. T'sais, autant, genre, honnêtement, tu m'inspires tellement. Non, mais tu sais, mais je trouve que déjà, tous ceux qui ont essayé, tu sais, qui le font, puis qui, chaque jour, se lèvent en faisant les choses sans avoir un boss au-dessus d'eux, je trouve que ça m'inspire, tu sais. Puis je suis curieuse de toujours savoir pourquoi cette personne-là, elle se lève le matin, puis comment qu'elle trouve ses idées, puis comment qu'elle se motive, là. Moi, ça m'inspire. Fait que vraiment, n'importe quel entrepreneur qui se lance et qui avance un pas à la fois, moi, ça m'inspire. Puis ça serait quoi? En fait, c'est où que tu t'informes? Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes? Est-ce que ça c'est plus des podcasts que tu t'informes pas puis tu fais juste faire tes affaires? Ouais. Il y en a que c'est ça. Ben oui, il y en a que c'est ça. J'écoute beaucoup de podcasts, effectivement. Là, tu sais, comme le tien, c'est extraordinaire. Là, je trouve que ça m'amène ailleurs. Tu rencontres des entrepreneurs qu'on n'a pas vus nécessairement ailleurs. Fait que ça, je trouve ça le fun, qui ont des histoires aussi intéressantes. Je lis beaucoup aussi. Tu sais, j'ai plein de bons livres qui m'ont amené à réfléchir beaucoup. Puis j'ai beaucoup de mentors. Tu sais, vraiment trop de mentors peut-être, mais en même temps, c'est eux qui, tu sais, des fois, ils amènent une expertise, ils amènent à se questionner. Mais tu sais, je pense qu'au final, la leçon de l'histoire, c'est que
sais, en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps la vérité à l'intérieur de nous, puis on sait qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Puis c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous montrer comment le faire. Mais des fois, c'est intéressant de savoir comment les autres font autour. Fait que, tu sais, les mentors, c'est vraiment une bonne façon d'être capable de... Puis, tu sais, juste d'autres, des communautés d'autres entrepreneurs qui vont dire « Hey, moi, j'ai fait ça comme ça. » Puis, tu as invité Will dans son podcast. Bien, Will, moi, il m'a tellement aidé parce qu'il est bon en ads. Il m'a vraiment aligné pour comment gérer mes ads. Mais c'est ça. Tu sais, grâce à des gens comme lui, je suis une meilleure entrepreneur aujourd'hui, là. Puis t'écoutes quel podcast? J'aime beaucoup le tien, mais j'aime aussi beaucoup Hypercroissance de J7 Média. Tu sais, j'aime beaucoup les histoires d'entrepreneurs. Puis, tu sais, des fois, on a des moments difficiles. Puis là, on est là, hey, j'ai plus de cash dans mon compte. Puis comment je vais payer les employés? Puis là, tu tombes sur un podcast où, crime, il y a un autre entrepreneur qui, aujourd'hui, sa business vaut 1 milliard. Il a vécu la même affaire, tu sais. Fait que des fois, je pense que ça nous permet juste de se ramener puis de se grounder un petit peu mieux. Puis en même temps, des fois, ça amène des idées nouvelles. Fait que, Hypercroissance en a un bon. Parfait. Prochaine question que les gens se demandaient sur Instagram, c'est... Ah oui. Si tu n'avais pas cette compagnie-là, puis c'était pas une question d'argent ou rien, juste pour le fun, ça serait quoi une autre compagnie que tu aimerais faire, comme peut-être un produit, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'intéresse? Hey, je le sais tellement pas, puis je me suis questionnée parce que des fois, tu sais, il y a eu des options, mettons, de vente, puis tout ça, je me disais, qu'est-ce que je vais faire après, là? Je le sais pas. Mais je pense que je resterais dans l'éco-responsabilité, là, définitivement, là. Moi, ça, tu sais, j'ai vraiment découvert quelque chose de le fun là-dedans. Tu sais, j'aimerais trouver des solutions plus de packaging durable, peut-être plus à ce niveau-là. Mais concrètement, je sais vraiment pas. Ouais. Parfait. Prochaine question. Si, exemple, tu avais 20 000 qui tombaient du ciel ou que tu le mettrais dans ta compagnie, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Hey, j'ai eu ça il y a genre 3 semaines. J'ai gagné un concours, c'était 20 000 pile poil. Oui, c'est ça. Fait que, actuellement, nous, nos besoins, c'est vraiment au niveau de l'inventaire. Fait que, avec tous les lancements de produits, c'est vraiment cher. Fait que, définitivement, dans mon inventaire, pour être capable de lancer plus de produits. Ouais. Cool. Prochaine question. Qu'est-ce que tu aurais changé, que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris le plus avec ta compagnie? J'aurais trademarké plus tôt. Première chose. Puis j'aurais embauché les meilleures personnes plus tôt. Tu sais, des fois, mettons, tu lances, tu n'as pas beaucoup d'argent. Puis là, tu vas embaucher du monde qui ont moins d'expertise. Tu sais, ça coûte moins cher, c'est normal. Mais au final, souvent, ils t'empêchent d'avancer moins vite. Tu sais. Fait qu'ils vont te coûter plus cher à long terme. Fait que ça a vraiment été... Tu sais, moi, j'appelle ça des erreurs de casting. Ils n'étaient pas les bonnes personnes pour le poste. Tu sais. Des fois, mes attentes étaient plus élevées. Fait que c'est ça, d'embaucher les meilleures ressources. Là, récemment, on a embauché vraiment du monde très hot dans ce qu'ils font, ça fait toute la différence au quotidien. Là. Ça nous permet d'avancer plus vite. Moi, je me libère plus aussi. J'ai moins besoin de coacher parce qu'ils sont meilleurs que moi. Ouais. Super. Puis pour finir, dernière question, juste si tu es à l'aise d'en parler, mais je sais que tu es allé au Dragon, tout, fait que tu l'as déjà dit. Mais est-ce que tu es à l'aise de nous dire c'était quoi le chiffre d'affaires de l'année passée, exemple? Oui. Bien, en fait, nous, notre première année, on a fini l'année à 750 000. Puis, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, vraiment, année, vraiment. Tu sais, j'étais particulièrement fière. C'est quasiment gênant, mais moi, la première année, j'étais quasiment tout seul en entreprise. Fait que ça a été une bonne année, honnêtement. Deuxième année, plus difficile niveau bénéfice net, mais on est monté à 1,5, fait que ce qui est très bon. Mais plus difficile parce qu'on a été beaucoup en croissance, puis on s'enligne pour finir à 2,1. C'est ça notre objectif. Merci. Mais c'était super intéressant. Merci à toi. Beaucoup. J'ai appris plein de choses. Puis c'est où que les gens peuvent trouver la compagnie? C'est quoi le site web? C'est quoi les réseaux sociaux? Oui, mini.ca, fait que mini, myni.ca. C'est notre site web. Puis les réseaux sociaux, c'est Mini Cleaning, tout simplement, sur Instagram, Facebook, TikTok et Pinterest. Parfait. Et moi, pour le podcast, ils vont être écrits. En fait, tout va être écrit tout le long. Mais sur Instagram, c'est générationstartup.podcast. Podcast 15 pour 15 de rabais. Ouais. Je le mets dans l'intro aussi. C'est bon. Vous pouvez utiliser le code podcast 15 pour avoir 15 de rabais sur votre site. Exact. Sinon, c'est juste Génération Startup sur toutes les autres plateformes. Puis pour Milky, c'est milky.co-par en bas. Fait que c'est ça. Merci beaucoup encore une fois. À toi. Puis à la semaine prochaine. Bye!